Alors, rebonsoir, docteur Yom. Ici, c'est la page Amelda Dani. En fait, nous traitons de la géopolitique et je suis analyste politique, entre parenthèses, consultant en management et j'ai d'autres casquettes. Donc, je vous invite aujourd'hui spécialement parce que votre prise de parole, je ne vais pas dire que ça m'a conquis, mais j'ai trouvé en votre prise de parole quelque chose de nouveau, de renouveau. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité vraiment que vous soyez là, mon premier invité dans cette course à l'élection présidentielle au fauteuil blanc. Donc, sans plus tarder, moi, je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes Dr Yomb, vous êtes né en 1974 à Macondo, près de Douala au Cameroun, philosophe et économiste. Vous avez décroché une maîtrise en philosophie politique à l'université de Yaoundé et enseigné à l'université de Douala de 1998 à 2002. Actuellement, docteur, vous êtes aussi un écrivain engagé, auteur d'ouvrages comme L'Afrique s'est-elle résignée à la colonialité et à Mbod Bokibon, la parole et l'action. Sur le plan politique, vous êtes le candidat de l'Union des populations du Cameroun, UPC, pour la présidentielle d'octobre 2025, investi le 10 avril dernier. Panafricaniste convaincu, vous défendez des idées ancrées dans la spiritualité et les traditions africaines, critiquant au passage l'aliénation culturelle et prônant une souveraineté économique, notamment sur des sujets comme le franc CFA. Professionnellement, vous avez dirigé Bel Air Cameroun, branche informatique, et fondé Welcome KSA. Vous êtes très présent dans les médias, notamment sur Afrique Media, For You Media Africa, sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, TikTok. D'ailleurs, vous êtes là face à nous. Et vous partagez vos analyses sur les enjeux africains et internationaux. Donc, ce soir, Dr Yom Timba, nous avons hâte d'entendre vos idées en live. Donc, je vous repasse la parole afin que l'échange soit positif. Écoutez, Denis, je vous remercie. Je suis très heureux, moi aussi, de partager cet échange avec vous, modéré par vous, parce que je regarde très régulièrement vos vidéos et je me dis, ah, voilà quelqu'un qui dit des choses qui sont intéressantes, surtout cette capacité extraordinaire à résumer des situations d'une complexité désarmante. Mais vous arrivez à le faire et moi, j'ai l'occasion aujourd'hui de vous dire merci pour ça parce que mes enfants, bien souvent, je leur dis, allez, venez écouter ça. Venez écouter le tonton. Et ils disent, mais qui est ce tonton qu'on n'a jamais vu, mais que tu nous demandes d'écouter tout le temps? Je leur dis, tonton, vous devez l'écouter simplement parce que ce qu'il fait est merveilleux, c'est tout. Donc, merci pour ce travail. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de familles qui s'inspirent et qui s'instruisent grâce à ce que vous faites. C'est ce que je suis donc content d'être là et je voudrais que ce soit comme ça, nos pays africains. Parce que nos ancêtres, c'était des hommes de culture, étaient des hommes d'intelligence, qui avaient une capacité extraordinaire à comprendre le monde et qui ont pu construire un de royaumes qui sont restés dans l'histoire comme parmi les plus puissants et les plus importants. Quelque chose a cassé à un moment donné et nous nous retrouvons dans la situation actuelle. Il faut en sortir. Nous n'allons pas y rester éternellement. Et moi, depuis une trentaine d'années pratiquement, je ne fais que dire ça. Et j'ai décidé cette année d'aller chercher ce qui nous permettrait de transformer effectivement l'Afrique. Vous pouvez être activiste, vous pouvez être intellectuel, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais tant que ce n'est pas vous qui signez les décrets, qui promulguez les lois, eh bien vous ne changerez pas le pays. Vous allez changer le pays parce que vous allez signer des décrets, promulguer des lois qui vont dans le sens de l'organiser d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je me lance dans cette course pour transformer mon pays, le Cameroun. Et je sais que à travers la transformation du Cameroun, l'un des derniers verrous de la France-Afrique avec la Côte d'Ivoire, eh bien, nous allons pouvoir tout simplement déverrouiller définitivement l'Afrique et relancer les forces productives grâce auxquelles nous allons construire le développement de notre continent et assurer sa sécurité grâce à la souveraineté que nous allons retrouver. Et de cette façon-là, nous parviendrons à l'unité
de la par les Cheikh Anta Diop et Kwame Nkrumah, et qui est cela par les Oumiobe et Moumie Wandje, qui sont les leaders historiques de l'UPC, devant la mémoire desquels je m'incline encore une fois. Merci, Dr Yom. Et effectivement, moi aussi, je vous suis. Hein. J'adore vos analyses. C'est pour ça que j'ai désiré que vous soyez mon premier invité. Je vous mute parce qu'il y a tellement d'écho, que vous soyez mon premier invité parmi tant d'autres. Mais d'entrée de jeu, je suis militaire dans ma communication. Donc, ça va aller très vite, rapidement, comme une fusée. On va pas tarder. On va brosser tous les contours de votre programme de société, de tout ce que vous avez proposé aux Camerounais, afin qu'à la fin de ce live, tout le monde soit en sortie conquis. Donc, j'ai pris le soin d'élaborer 10 questions claires, directes, concises, rien que pour vous. Donc, d'entrée de jeu, votre candidature a-t-elle entraîné des pressions ou des difficultés particulières? Est-ce qu'il nous reçoit? Local que j'ai envoyé. Ah, ok. Oui, je reformule ma question. Est-ce que votre candidature a entraîné des pressions et des difficultés particulières? Écoutez, ma candidature est tellement inattendue. Elle est tellement inattendue dans le landerneau politique camerounais qu'elle suscite forcément beaucoup de réactions. Certaines sont plutôt controversées. Nous avions, par exemple, des gens qui estimaient qu'ils devaient être que le parti que je représente, qui est l'UPC, devait soutenir le régime en place, et donc du coup, ils sont extrêmement mal et considèrent que il faudrait tout faire pour que qu'on aurait dû tout simplement aller les suivre. Il y en a d'autres qui considèrent que ma candidature est une candidature délicate parce que je n'ai pas l'habitude de m'attaquer ou de m'exprimer sur les problématiques quotidiennes au Cameroun, qui sont la plupart du temps des juridismes ou des problématiques qui ne touchent pas à la vie réelle des Africains et à la vie réelle des Camerounais. Et cette candidature, malheureusement, subit un certain nombre de désaffection, de personnes qui sont bousculées, qui auraient voulu, par exemple, participer à notre cagnotte pour la constitution de notre caution qui est de 30 millions de francs CFA. Et ces désaffections nous ont créé des problèmes tels qu'on croyait que c'était arrangé. Et là, on se retrouve avec une cagnotte qui n'est pas encore complète. Et j'espère que nous pourrons profiter d'une tribune. Nous pouvons profiter d'une tribune comme celle-ci pour lancer encore un appel à tous pour que nous puissions compléter cette cagnotte et aller conquérir la souveraineté du Cameroun, et qui est donc une partie de la souveraineté de l'Afrique. Donc il y a eu ces problèmes, mais vous savez, les difficultés forgent le caractère des grands hommes. Et si ce n'est pas Nietzsche disait, c'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Eh bien, ce chemin est en train de nous forger du caractère, est en train de renforcer nos convictions, est en train de nous faire savoir que si nous voulons construire un empire, eh bien, il va falloir qu'un empire s'écroule. Et pour cela, nous allons nous battre, nous allons solliciter tous nos amis logique avec nous, qui pensent que l'Afrique doit être souveraine, l'Afrique doit être libre, que les 33 000 milliards de dollars d'exportation de matières premières l'année dernière que l'Afrique, qui ont été dérobés à l'Afrique, rentrent désormais à partir de l'année prochaine ou dans les années qui suivent en Afrique. Il faut des gens qui travaillent, qui le savent déjà, qui travaillent dur pour ça et qui vont donc permettre que l'Afrique retrouve sa place. Si vous avez 33 000 milliards de dollars de revenus d'exportation, ça veut dire que vous êtes la première puissance économique du monde. Ça vous permet d'avoir au moins 3 fois ce montant en termes de PIB. Donc nous sommes réellement la première puissance économique du monde, et les gens comme moi veulent travailler à restaurer l'Afrique là-dedans, sans que cela devienne, comme les autres le font, une source de violence, que cela nous amène à maltraiter les autres, à dominer les autres, à exploiter les autres. Nous ne le ferons jamais. Nous allons tout simplement nous assurer que l'Afrique
les gens vivent bien, qu'il y ait élévation continue des standards de vie et que nous puissions assurer notre sécurité et nous pourrons aider tout le monde et travailler à la solidarité de tous les Africains à travers le monde. Merci, docteur. Alors, moi, je vais à la question 1. Vous voulez construire un État camerounais autonome avec une gestion locale des ressources, la restitution des terres au peuple historique et plus de justice sociale. Ça, c'est ce que vous dites. Vous proposez aussi d'augmenter les salaires et de créer des emplois pour améliorer la vie des citoyens. La question est la suivante. Comment comptez-vous créer cet État autonome sans passer par la voie constitutionnelle rejetée en 1959 par l'ONU? Et quels obstacles voyez-vous pour appliquer vos idées de développement économique et social? Ben écoutez, en mars 1959, l'ONU constate la fin de la mission, acte la fin de la mission de la France et du Royaume-Uni au Cameroun. Après la Première Guerre mondiale, le Cameroun a été divisé en deux comme butin de guerre parce que le Cameroun était dominé par les Allemands à l'époque. Et c'est eux, au fond, qui vont créer ce qu'on appelle le Cameroun aujourd'hui parce que en tant qu'il n'existait pas. Il y a donc une partie qui sera confiée aux Anglais, à peu près aux Anglais, une partie aux Français. En 1946, il y a la tutelle qui est donnée donc aux Français et aux Anglais parce que la SDN avait donné un mandat, c'était donc des territoires sous mandat. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ça devient des territoires sous tutelle, toujours françaises et anglaises. Et la tutelle devait durer 10 ans, de 46 à 56. Quand arrive décembre 56, naturellement, les territoires n'ont pas leur indépendance. Ils étaient censés être réunis et devenir un pays indépendant. Ce n'est pas fait. Le 17 mars 1957, des patriotes réunis à Makak, c'est une ville du Cameroun, dans le centre du Cameroun, vont proclamer l'indépendance du Cameroun. Malheureusement, ils seront tous massacrés. Ils étaient 7 et ils seront tous massacrés. Et la France et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni vont rester encore des tuteurs jusqu'en 1959. Et quand arrive donc cette année-là, au lieu que on réunisse les Camerounais et qu'ils décident, ils deviennent un pays indépendant ensemble, les Français, à la suite de la proclamation de l'indépendance des patriotes de Makak en mars 57, vont créer l'État du Cameroun en avril 57, et c'est cet État que nous avons encore aujourd'hui. Donc, au fond, le Cameroun a encore aujourd'hui un État sous tutelle. Ce n'est pas un État indépendant. Et il y a un référendum qui va arriver en 60-61, qui va demander à la partie anglophone qui veut rejoindre le Cameroun oriental, qui veut rester au Nigeria. Une partie va rejoindre le Cameroun oriental d'aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui la zone anglophone. Je pense que les Camerounais, on leur a volé leur indépendance. Ce que nous allons faire, c'est d'organiser une constituante. 90 jours ou plus tard après notre arrivée au pouvoir, on va faire réunir, asseoir les Camerounais et on va leur dire décider de ce que votre pays doit devenir. Quel État voulez-vous constituer? Comment voulez-vous l'organiser? À la seule réserve que ce soit organisé sur le mode de nos traditions africaines. Et le mode de nos traditions africaines, c'est par exemple le fait que on n'aura pas une assemblée nationale, un sénat. C'est des choses des Européens. Nous ne sommes pas obligés d'organiser nos États comme ça. Pour avoir un pouvoir législatif organisé autrement, un collège des femmes et un collège des hommes. C'est plus pratique. Et il faut mettre fin à la compétition ignoble qu'il y a entre les hommes et les femmes dans le système politique européen. Nous ne sommes pas obligés de l'adopter. Nos systèmes politiques traditionnels sont apaisés. Plutôt, c'est des systèmes de collaboration. Donc ça, c'est la première chose. En 90 jours au plus tard, ils vont pouvoir créer notre État, créer enfin notre État avec un nom qui est endogène. Cameroun, ça vient de Camaro, ce qui veut dire les crevettes. Quelle est cette affaire où on nous appelle les crevettes? Et les gens sont même fiers de s'appeler Camerounais. Et vous voyez que dans l'imaginaire collectif, ceux qui sont fiers, c'est ceux qui dirigent le pays, mais les Camerounais n'aiment pas ça. Ils se font appeler le continent, le Mboa. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils ne comprennent pas pourquoi on les appelle les crevettes, en fait. Et quand vous suivez cette tendance naturelle, vous comprenez qu'il faut absolument comprendre l'idéal poursuivi par le peuple et on va créer un nouvel État. La terre. Qu'est-ce que les colons ont fait quand ils sont arrivés sur nos terres en Afrique et partout dans le monde? La première chose qu'ils ont pris, c'était les terres, en les déclarant vacantes et sans maître. Et parce qu'elles étaient vacantes et sans maître, elles sont donc devenues les terres de leurs États. Et quand ils sont partis, eh bien, ils ont décidé que ces terres-là, malheureusement, on ne les a pas restituées aux populations auxquelles elles ont été confisquées quand la colonisation a commencé.
Et aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se fait dans les autres pays africains jusque-là, mais au Cameroun, quand vous dites que vous êtes propriétaire d'un terrain, que vous avez un titre foncier, ce que l'État vous remet, c'est une copie du titre foncier. Ce n'est pas le titre foncier. La question est de savoir qui a donc le vrai titre foncier. Qui a le titre foncier? Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, nos terres ne nous appartiennent pas. Il faut donc restituer ces terres aux Africains, aux Camerounais, parce que la terre est le capital principal, l'économie. Les ressources en économie, c'est trois choses. Ce sont les ressources naturelles, et toutes les ressources naturelles sont sur la terre ou sous la terre. Ce sont les ressources humaines, il faut les former, et c'est le capital qui vient donc généralement, qui vient de la monnaie. Donc, vous voyez que de ces trois ressources, pour nos économies, nous ne contrôlons pas la terre, les ressources naturelles, qui sont les ressources les plus importantes, puisque c'est ça qui fait l'objet de transactions. Et nous n'avons même pas le capital, la monnaie. Donc, en fait, un pays comme le Cameroun parle d'économie, mais des trois ressources de l'économie n'a qu'une seule ressource, c'est les ressources humaines. Le reste, on ne le contrôle pas. Ça veut dire que nous n'avons pas d'économie. Et c'est pour ça que je dis souvent, les gens rigolent. Je leur dis que moi, je ne fais que de l'économie, de la science. C'est ça les trois ressources de l'économie. Et nous n'en avons qu'une seule. Donc, on va restituer les terres à nos populations. Et je vais vous montrer très rapidement en deux exemples en quoi cela va sortir instantanément et durablement nos populations de la misère. Si les terres appartiennent à nos populations, si vous venez par exemple exploiter du pétrole, mais on va dire, ok, vous payez un bonus de 2% parce que il faut quand même un bonus de signature pour qu'ils puissent vous accepter que vous installiez chez eux. Ensuite, ils ont au moins 20% du capital de votre entreprise. Vous voyez que les gens sortent de la misère. Si on a un projet, par exemple, d'exploitation de pétrole, les investissements sont par exemple de 2 milliards de dollars, ces populations vont recevoir d'abord 2%, 24 milliards de francs CFA. Citez-moi le village africain qui ne sortirait pas instantanément de la misère avec 24 milliards de francs CFA. Ensuite, ces gens ont 20% du capital de l'entreprise qui exploite le pétrole. Est-ce que ça ne veut pas dire que les gens vont sortir instantanément de la misère? Et tous les conflits que nous avons, par exemple le problème qu'on appelle anglophone au Cameroun, mais ça n'existerait pas. Pourquoi les gars iraient faire la guerre s'ils ont 20% de tout ce qui vient de là-bas? Le Cameroun a engrangé 3 milliards de dollars à peu près l'année dernière du pétrole qui vient de là-bas. Si vous donnez 600 millions de dollars à ces gars-là, pourquoi est-ce qu'ils vont faire la guerre? Ils veulent perdre 600 millions de dollars? Pas du tout. Et vous voyez que ça peut s'appliquer à tous les pays africains. Au Nigeria, les problèmes du delta du Niger, vous voyez qu'ils seraient résolus. Tous les problèmes qu'il y a là-bas en RDC, ce serait résolu. Tous les problèmes seraient résolus partout. En Afrique du Sud, là où les gens exploitent les mines de charbon, les mines d'or, les mines de diamants, ce serait résolu depuis. Si les gens ont 20% parce que c'est leur terre et que les terres seraient inaliénables. Donc, j'ai des solutions comme celle-là que je propose et je crois que c'est pour ça qu'il faut que nos terres soient restituées constitutionnellement à nos populations. Ça va les sortir instantanément de la misère. La terre sera un apport en nature dans le capital des entreprises. Et vous voyez que ça change tout. Autre chose, la justice sociale. La plupart des gens pensent que le politique précède l'économie, c'est faux. L'économie précède la politique. Parce que ce qui amène les gens à se regrouper, ce n'est pas la politique, ce n'est pas pour organiser les élections, ce n'est pas pour nommer des préfets, ce n'est pas pour élire des députés ou des chefs d'État. Les gens se réunissent d'abord pour satisfaire leurs besoins matériels. Le fondement de la société est économique. C'est parce que aucun d'entre nous ne peut satisfaire ses besoins tout seul. Et donc, il faut que nous puissions nous regrouper pour pouvoir satisfaire nos besoins ensemble. La spécialisation le permet. Aujourd'hui, vous, Amelda Dani, vous êtes dans cette animation. Mais il y en a d'autres qui sont dans les usines. D'autres sont en train de jouer au football. D'autres sont en train de faire de l'agriculture. C'est grâce à ça que nos sociétés existent et que les besoins de tout le monde peuvent être satisfaits. Donc, le fondement de la société est économique, pas politique. Ça veut dire que le système que nous allons organiser chez nous, ce n'est pas un système démocratique représentatif du type occidental, c'est un système de justice sociale qu'on appelle la démocratie économique. D'abord, il faut que les besoins de chacun puissent être satisfaits. Je vous ai donné un des moyens que nous allons utiliser, la restitution des terres à nos nations historiques qu'on appelle, avec beaucoup de mépris, les tribus, les ethnies. Mais ce sont des nations. Vous savez que dans tous nos villages, là, ce qu'on appelle vulgairement les chefs, en fait, c'est des monarques, c'est des chefs d'État. Donc, c'est des gens qui dirigent des nations historiques. Et il faut les respecter comme tels. C'est nous qui devons les respecter.
On les appelle chefs à cause de Henry Morgan qui a écrit un livre sur la stratification des sociétés en 1897. Et il dit que au plus bas, on va trouver donc des sauvages. Et les sauvages, ils ont pour mode d'organisation la meute. Or, vous savez que la meute, c'est l'organisation des loups. Oh, les loups, ils sont dirigés par quoi? Par un chef de la meute. Et ça, ils vont venir appeler ceux qui dirigent nos organisations traditionnelles, nos autorités traditionnelles vont les appeler des chefs. En fait, c'est à ça qu'ils font référence. Et ensuite, il va y avoir des barbares. Le mode d'organisation, c'est la horde barbare. Et après, il y a les civilisés au-dessus. C'est eux les Européens. Eux, ils sont les civilisés. Ils ont donc des États, des chefs d'État, etc. Nous allons faire de la démocratie économique pour que tout le monde puisse avoir de quoi vivre. Et on peut le faire et on peut sortir instantanément nos populations de la misère. Que les gens arrêtent de vous raconter qu'on va développer un pays en 200 ans. Oh, il a fallu du temps pour construire Paris. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Nous pouvons sortir nos populations de la misère instantanément. Ça ne prendra même pas 10 ans pour que la plupart de nos pays soient développés. Il suffit de restituer les terres à nos populations et d'avoir pour idéologie la démocratie économique, tout simplement, et ça va marcher. Et ça permet donc d'avoir de bons salaires. Dans le cas d'un pays comme le Cameroun, ce que je dis, c'est que si vous restituez les terres, on va donc sur 20% de capital laisser les peuples gérer eux-mêmes librement 7,5% et on prend 12,5% qu'on met dans une caisse qui est nationale. C'est un placement, ce n'est pas l'argent de l'État. Et on va donc l'utiliser pour investir dans d'autres régions du pays parce qu'on ne peut pas isoler juste le développement là où il y a des ressources naturelles. Ces ressources par lesquelles on a commencé. On va aller donc investir ailleurs et pour ça, il faut un État entrepreneur. Et c'est quand un État devient un État entrepreneur qu'on peut donc hausser les salaires. Et aujourd'hui, dans le cas du Cameroun, où vous avez un médecin qui touche carrément, c'est-à-dire que vous regardez le salaire d'un médecin, vous vous demandez, mais est-ce que c'est le monsieur qui va me soigner? Est-ce que c'est la dame qui va me soigner? Parce que la personne gagne vraiment de l'argent de poche. On va multiplier les salaires, on va augmenter les salaires les plus hauts de 100% et les plus bas jusqu'à 500% pour nous assurer que les militaires, les policiers, les petits employés de mairie, les enseignants, tous ces gens-là, les médecins, les infirmiers, etc., que ces gens-là vont gagner décemment leur vie. Et on va donc pouvoir augmenter ces salaires de cette façon. Et grâce à l'organisation économique que nous aurons, avec un État entrepreneur qui va donc avoir des entreprises partout, ça va permettre d'avoir les ressources pour payer ces gens-là. Mais l'État, comment il va faire pour être un État entrepreneur? Nous pensons créer 3 millions d'emplois en 7 ans, au moins. Les standards internationaux sur la fonction publique, c'est 15% de la population active au moins. Prenez tous les pays qu'on appelle les pays occidentaux, c'est ce que vous allez trouver. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir 15% de la population dans les bureaux en train de gratter, de signer des papiers, non. Vous avez au Cameroun 10 millions, à peu près 10 millions, 12 millions de personnes dans la population active. Si vous prenez 12 millions de la population active, ça va faire que vous aurez à peu près de 2 millions de personnes qui doivent donc être dans la fonction publique. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est 400 000 emplois publics. Donc, nous, on va créer 3 millions d'emplois dans l'agriculture, dans l'exploitation minière, dans les industries, dans la construction des infrastructures, dans la construction de tout ce qui peut être laboratoire, etc. Vous voyez qu'en fait, nous pensons créer des emplois grâce à un État entrepreneur qui va donc avoir des usines, de l'agriculture, du textile, etc. C'est là où nous allons créer des emplois. Donc voilà à peu près ce que nous pensons faire et les obstacles, il y en aura beaucoup. Le premier obstacle est le franc CFA. Il faut lever cet obstacle dès le premier jour de la prise du pouvoir. Parce que à cause du franc CFA, nous n'avons pas assez de masse monétaire pour investir. Statutairement, c'est 15%. La masse monétaire en Afrique centrale, CFA, c'est 15% sur le PIB. Ça veut dire que ça représentera à peu près l'équivalent aujourd'hui de 15 milliards d'euros. Avec 15 milliards d'euros à distribuer, à partager entre 6 pays, vous allez investir comment? Pendant ce temps, l'Europe elle-même, l'Union européenne, fait 100% de son PIB en masse monétaire. La Chine, c'est 248% l'année dernière. C'est pour ça qu'ils arrivent à investir. Nous, on ne peut pas investir. On apprend des inepties à nos enfants à l'université en leur disant, oui, l'épargne précède l'investissement, blablabla. Quelle épargne précède l'investissement? Vous allez épargner $1 milliard pendant combien d'années avant d'investir?
Est-ce que quand vous regardez les pays européens, les pays qu'on dit développés là, c'est parce que les gens ont beaucoup épargné qu'on a pu construire quelque chose? Quand vous regardez d'ailleurs ces pays, vous avez l'impression qu'ils épargnent quelque chose. Aux États-Unis, quel est le taux d'épargne? Ils épargnent combien? C'est des inepties économiques, c'est des inepties de l'économie qu'on enseigne ici. Ce qu'il faut, c'est de créer de la masse monétaire et de gérer de la monnaie. Chunjiang Puemi définissait la monnaie de cette façon-ci, la monnaie c'est liberté. C'est une créance à vue sur le système bancaire. Ça veut dire quoi? On crée de la monnaie qui est vide, à partir de rien, et ça, grâce au pouvoir libératoire que la loi lui donne, les transactions peuvent donc être possibles. Voilà pourquoi la Chine peut créer 248% de son PIB. Ces gars-là, l'année dernière, avaient 35 000 milliards de dollars de PIB. Et faites multiplier par 248%. Ça fait combien? Ils ont créé ça pour pouvoir investir. Et nous, on nous fait de la répression monétaire, comme l'appelait Chunjiang Puemi, et nous sommes là, nous regardons. C'est le premier obstacle, on va le mettre à côté. Le deuxième obstacle, c'est la corruption. Évidemment, on mettra des lois telles que si vous volez l'argent du pays, on va donner des salaires décents à tout le monde. Pourquoi? Parce que pour dire à tout le monde ensuite, vous avez des salaires décents, vous ne touchez pas du tout à l'argent public. Si vous y touchez, les sanctions seront dures. Et il faut donc mettre fin à la corruption. L'autre chose qu'on a comme obstacle, c'est le niveau de qualification générale. La plupart des gens ne sont pas qualifiés. La plupart des gens n'ont pas le niveau pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Quand le Cameroun devait construire, il a fallu construire le pipeline au Cameroun, on a dû importer des soudeurs des Philippines. Est-ce que c'est normal ça? Les Camerounais ont perdu de l'emploi, ils ont perdu du pouvoir d'achat, ils ont perdu de la trésorerie, ils ont perdu des capacités d'investissement. Et c'est les Philippins qui ont gagné ça. Nous devons former notre peuple, nous devons former ces gens. Et j'ai annoncé un objectif de 100 000 ingénieurs par an d'ici 7 ans. Les Iraniens font 248 000 ingénieurs par an. Les Russes, 454 000. Les Chinois, 1 300 000. Voilà pourquoi ces pays sont développés. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent ou parce qu'il y a un facteur extraordinaire. C'est parce qu'ils ont beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de scientifiques, beaucoup de techniciens, beaucoup de bons managers, et ça stimule donc la création de la richesse. Mais docteur, ce sont des Camerounais qui vous votent avant tout, hein, et certains disent que c'est un projet irréaliste. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ben, je vais leur dire que quand Kennedy a dit en 1960 qu'il faut aller sur la Lune, c'était irréaliste. Sauf que le vernis à ongles que toutes les femmes dans le monde utilisent, c'est un produit qui est né de l'industrie spatiale. Le four à micro-ondes qu'ils ont partout dans le monde là, c'est l'industrie spatiale. Si vous voulez aller sur la Lune, si vous voulez aller sur la Lune, pointez au moins le soleil. Mais si vous pointez la Lune elle-même, vous n'irez nulle part. Pointez le soleil, il est tellement loin que vous pouvez quand même arriver sur la Lune. Je crois que les Camerounais doivent comprendre, et je le leur dis ce soir, nous avons le droit de rêver. William Mariamson disait, pourquoi devons-nous avoir peur de briller? Nous avons le droit de briller. Et les Camerounais, le 4e pays le plus entreprenant dans le monde selon les statistiques de la Banque mondiale, du FMI, etc., ne peut pas se permettre de ne pas rêver. Nous devons rêver. Et le rêve des Camerounais est un rêve qui concerne toute l'Afrique. Les Camerounais étaient les premiers à rêver qu'on va libérer Laurent Gbagbo. Pourquoi ils peuvent ne pas rêver pour leur propre pays? Tout démontrait que Laurent Gbagbo et Blé Goudé allaient passer toute leur vie en prison à La Haye. Mais les Camerounais ont rêvé, ils se sont battus. Et Laurent Gbagbo et Blé Goudé ont été libérés. Pourquoi ils ne peuvent pas rêver pour leur propre pays? Nous allons rêver. Et nous allons rêver tellement grand que s'il arrive éventuellement que nous échouions, nous allons simplement échouer en étant un pays aussi puissant que l'Allemagne au moins. Au moins. Nous devons rêver grand, nous en avons le droit. Nos ancêtres ont construit les pyramides, elles sont encore là. Pourquoi nous refusons de rêver? Ce projet est comme ça parce que je suis Camerounais. Et si moi qui suis Camerounais, je suis capable de penser comme ça, c'est parce que tous les Camerounais au fond pensent comme ça. Et je ne suis pas un Martien qui est tombé au Cameroun. L'environnement est celui-là. Les Camerounais ont été bridés pendant des décennies. Il est temps de libérer leur capacité à rêver, leur capacité à réaliser des choses extraordinaires. Comment se fait-il qu'un pays qui peut
qui peut être impliqué dans la création des SIM cards que vous utilisez dans tous les téléphones à travers le monde peut dire que on peut penser que dans ce pays on ne peut pas rêver. Nous avons le droit de rêver et c'est ce rêve-là qui est important. Si le ciel n'existait pas, à quoi ça servirait? À quoi servirait le ciel s'il ne pouvait pas aider à rêver? Nous voulons rêver. Je vais rêver pour mon pays et je voudrais que mon peuple me suive dans ce rêve parce que si nous n'arrivons pas au soleil, au moins nous atteindrons la lune.